Bonjour. La FQP, Association France Qualité Performance, en région PACA, a le plaisir de vous présenter un nouveau webinaire dans le cadre de son programme Entraide. Cette crise d'origine virale due au Covid-19 génère de nombreux effets, pas seulement sanitaires. Et dans ce contexte, l'humain doit rester au cœur de la réflexion. Pour la mener à bien, nous vous proposons donc d'aborder aujourd'hui l'intelligence émotionnelle, aussi considérée comme l'intelligence des situations. C'est notre expert, Robert Sangy, membre de l'association en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui va partager avec vous les travaux en cours sur ce thème. Mais passons déjà la parole au pilote du programme Entraide, Jean-Jacques Bonneau. Bon, bienvenue à tous à ce webinaire numéro 5. Je suis très heureux de vous accueillir sur le programme Entraide de la FQP PACA. Ce programme, vous le savez peut-être, a pour but d'échanger et de partager nos bonnes pratiques. C'est une façon pour nous à la FQP d'exprimer notre solidarité notamment en temps de crise. Donc ce programme de 5 webinaires, vu son audience et son succès, va se prolonger au-delà des 5 webinaires qui étaient initialement prévus. Merci à vous de nous faire remonter vos souhaits, vos attentes, vos questions, les thématiques que vous souhaitez voir traitées dans le cadre de ce programme. Nous sommes à votre écoute. Vous pourrez faire remonter vos questions dans le cadre d'un sondage que vous allez recevoir à l'issue de cette conférence. Et donc, vous pourrez vous y exprimer. Vous pourrez également, dans ce sondage, si vous le souhaitez, demander à recevoir le replay de cette conférence courant de semaine prochaine. Donc aujourd'hui, ce 5e webinaire a comme sujet l'intelligence émotionnelle. Sujet extraordinaire et en tout cas bel oxymore qui allie dans son titre 2 termes, l'intelligence et l'émotion qui, en situation, si ils s'opposent, peuvent nous faire perdre tout contrôle justement de cette situation. Donc, ô combien vous, probablement vous l'avez expérimenté, ô combien l'émotion en temps de crise peut être le pire ou le meilleur levier, selon de quel côté on prend le manche. Donc, pour nous parler de l'intelligence émotionnelle, nous allons avoir aujourd'hui comme intervenant Robert Sangy. Trois traits pour le caractériser. Premièrement, Robert a été un des top managers de cette belle entreprise internationale que vous connaissez sans doute, qui s'appelle ST Microelectronics. Donc, très beau parcours professionnel. Le deuxième trait qui le caractérise, c'est l'intelligence émotionnelle et lui qui ne font qu'un, dans la mesure où, un petit peu comme Obélix, il est tombé dans sa marmite et il a eu à connaître et à pratiquer l'intelligence émotionnelle d'abord à titre personnel avant de l'utiliser et de la pratiquer à titre professionnel. Le troisième point qu'il caractérise, c'est pour les adeptes, les experts en matière de qualité, il a côtoyé des grands noms, des grands pères fondateurs de la qualité dite moderne, que vous connaissez peut-être sans doute, que sont Jurand, que sont Deming et bien d'autres, à telle enseigne que nous pensons à FQP PACA lui demander de nous faire des conférences le soir pour nous faire part de sa grande expérience et de tous ces gens intéressants qu'il a pu côtoyer au long de sa carrière professionnelle. Voilà ce que j'avais à dire de Robert. Robert, je vous passe la parole et nous sommes tout ouïes, nous vous écoutons sur l'intelligence émotionnelle. Merci Jean-Jacques, et puis bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de participer à cette conférence
et je vais essayer de m'appliquer pour respecter les horaires qui m'ont été proposés. Alors, tout d'abord, on va parler d'intelligence émotionnelle, comme l'a dit Jean-Jacques, au service de l'entreprise pour surmonter effectivement la situation de la crise dans laquelle nous sommes et puis l'après. Donc, ça va être un petit peu le fil rouge de cette présentation, l'intelligence émotionnelle, pourquoi et comment au service de l'entreprise. Alors, comme l'a dit, je ne rentrerai pas trop dans le détail, je vais vous dire un petit peu qui je suis. Donc, 40 ans d'expérience, comme l'a dit Jean-Jacques. J'ai commencé ma carrière à Texas Instruments, c'est pour ça que je connais un certain nombre d'entre vous dans la région PACA, chez Thomson et chez ST Micro, à travers des activités de management. J'ai été membre du Mouvement français pour la qualité, puisque même maintenant, c'est la FQP, mais il y a toujours ce sigle MFQ qui nous colle à la peau, depuis 1991. Et puis, petite parenthèse, en supplément de jurant et je dirais, de notre ami Deming, j'ai aussi participé à la création du Casier d'Institut en 1996 avec Masaki Nai, que j'ai rencontré et qui est une personne aussi extraordinaire que l'était jurant et Deming. Alors, je me définis un petit peu comme un transmetteur. Hein. J'enseigne à l'université Lyon 1, j'enseigne au CESI, à différentes écoles de management, et je dirais mes activités, c'est sur le Lean, le Six Sigma, le RSE, la supply chain, l'achat logistique international. Et donc, l'intelligence émotionnelle dans laquelle je vais effectivement évoquer un certain nombre d'activités là-dessus. Mais aussi, je fais du management international et aussi de l'interculturel parce que j'ai habité dans plusieurs contrées, surtout en Asie et aux États-Unis au début de ma carrière. Et j'accompagne donc des startups et je participe aussi en contribuant à travers le MFQ, mais pas que, pour accompagner des PME et des ETI dans leur mutation actuelle industrielle. Alors, le contenu de ma présentation, elle va un petit peu, ça va être effectivement le fil rouge intelligence émotionnelle, mais je vais commencer un petit peu par de philosophie, parce qu'on a peut-être besoin quelquefois de se ressourcer sur un peu de philosophie dans ce monde cruel et un petit peu impitoyable. Et je vais vous parler d'histoire personnelle, comme l'a dit effectivement Jean-Jacques. Je vais vous parler un petit peu pour quelles raisons j'ai atterri dans cette intelligence émotionnelle. Je m'en suis fait mienne, effectivement, comme l'a dit très justement Jean-Jacques, mais je me suis aussi permis de l'utiliser dans mes activités industrielles et au niveau d'entreprise. Et c'est vrai que ça a surgi de nouveau au moment de cette crise Covid. Je vais vous expliquer pour quelles raisons. Et vous parler un petit peu de retour d'expérience de ce qui s'est passé dans le mouvement français pour qualité, dans lequel on continue. Et j'ai vu que j'avais un de mes collègues qui s'était branché et que je salue, Dominique, en ta présence. Alors, un peu de philosophie. Je vais commencer un petit peu pour vous dire un petit peu que l'émotion et que l'intelligence émotionnelle, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date un petit peu de plus loin. Alors, j'aime bien un petit peu, dans mes présentations, parler un petit peu des, je dirais, philosophies. Là, je cite Aristote, qui, dans cette phrase, met effectivement déjà la base de ce qu'est cette première émotion qui est la colère. Et les motifs valables et contre qui le mérite, effectivement, peut se poser comme question en termes de difficulté. Donc, vous voyez déjà cette émotion et je dirais, cette vision émotionnelle ne date pas d'aujourd'hui. Et voilà. Je passerai ensuite, je fais un grand bond en l'histoire avec Kant, qui définissait l'émotion comme le sentiment d'un plaisir ou de déplaisir qui ne laisse pas le sujet parvenir à la réflexion. Donc, on va jongler avec tous ces domaines qui sont à la fois l'émotion, la réflexion et, je dirais, la partie raisonnable. Mais, point important, la surprise, vous verrez, que je réserve un petit peu à la fin, c'est comme toutes les surprises, on le réserve toujours à la fin, vous verrez que c'est aussi une émotion qui peut effectivement être utilisée dans l'intelligence émotionnelle et dans les crises dans lesquelles on... Puis enfin, écoutez, j'aime beaucoup ce philosophe qui est Alain, qui est du 19e siècle, et qui disait que l'émotion est un régime de mouvement qui s'établit dans le cœur sans la permission de la volonté et qui change soudainement la couleur des pensées. Donc là encore,
j'ai mis un petit peu en noir des points qui vont revenir au fil de ma présentation, pensée, volonté, cœur, émotion. Alors, je parlais tout à l'heure d'histoire personnelle. En fait, j'ai vécu en 2002 un choc émotionnel via l'accident de ma fille, qui a eu un accident de circulation, et dans lequel elle a été touchée au niveau de la tête. Elle a eu un traumatisme crânien avec un coma qui s'est suivi de 3 mois. Et cette expérience personnelle m'a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Tout d'abord sur ce cerveau qui est une mécanique et qui est un mécanisme extraordinaire et sur lequel j'ai appris énormément, mais aussi sur le rôle de ce que l'on peut appeler le rationnel et l'émotionnel. Là, je le mets en bleu, rôle médical à travers le rationnel, au moment où effectivement elle est accidentée et hospitalisée. Et puis l'émotion, c'est ce qui ne se voit pas forcément, ce qui se ressent et qui fait partie du rôle de l'entourage. Alors après, effectivement, la stimulation, le réveil, l'apprentissage, il y a eu des séquelles physiques, mais il y a eu des séquelles émotionnelles et comportementales. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un véritable confinement qui a commencé pendant cette longue période pour moi et pour mes proches et pour ma famille, et qui a été suivi d'une reconstruction, d'une réadaptation à une nouvelle vie entre un équilibre rationnel et émotionnel. Donc, vous voyez que là, on commence effectivement à se rapprocher un petit peu de ce qu'on est en train de vivre actuellement, et je reviendrai un petit peu plus tard. Simplement, pour dire un petit peu ce qu'est le rationnel et l'émotionnel dans ce type de situation personnelle que j'ai vécue, en fait, il y a plusieurs termes qui rentrent en jeu, la santé, les effets psychologiques, le burn-out, les angoisses, la peur. Donc là, on est vraiment dans la santé et dans les activités émotionnelles. Mais la situationnelle, c'est aussi les aspects temporels, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans un moment où effectivement on est bouleversé parce que l'éloignement, l'isolement fait qu'on se retrouve effectivement complètement comme un zombie, comme c'est de cette gravure que j'ai mis comme illustrer cet aspect-là. Et puis l'activité professionnelle, effectivement, est touchée, comme l'activité sociale, et je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais c'est pour vous donner déjà un ordre d'idée de ce qu'est le rationnel et l'émotionnel. Alors, l'émotion, c'est quelque chose qui est au cœur de ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? La plasticité, c'est une faculté qu'a le cerveau lorsqu'il est effectivement touché. Alors, quelques mots sur le traumatisme crânien. Le traumatisme crânien, c'est un choc qui arrive à la tête, dans lequel effectivement il y a un œdème qui gonfle. Et puis malheureusement, le crâne, il n'est pas comme un os normal. C'est que quand vous vous cognez sur un genou, vous allez avoir un gros bleu ou une grosse bosse. Et dans le crâne, ça se passe de la même manière, sauf que l'œdème, lui, il va rester enfermé dans le crâne. Et ce qui se passe, c'est que ça fait beaucoup de dégâts parce que l'œdème, il va cisailler le cerveau et il va poser des problèmes, je dirais, irréversibles. Mais lorsqu'on arrive à le résorber, eh bien, la plasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à se réparer, est assez extraordinaire, et je vous en dirai 2 mots après, pendant la présentation. Alors, l'entraînement, c'est important parce que le cerveau, c'est aussi un muscle, et comme dit Mathieu Ricard, que j'aime beaucoup, l'entraînement de l'esprit, c'est important, et c'est ce qui sous-entend que le cerveau est un organe semblable au muscle, en cas, ce qui exige qu'on le fasse régulièrement travailler. Mais j'aime aussi rappeler qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux, comme disait Saint-Exupéry, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas forcément et qu'on n'arriverait peut-être pas forcément à expliquer, et Dieu merci, on n'arrivera peut-être jamais à l'expliquer. Par contre, les moteurs de l'espoir sont de plusieurs sortes, bien sûr, cette intelligence médicale qui est en fait le raisonnable, la plasticité cérébrale qui est la réparation. Et puis l'intelligence émotionnelle, c'est elle qui va permettre la volonté et la détermination, je dirais, du patient et l'environnement familial qui va effectivement lui permettre de vivre une nouvelle vie. Alors, vous voyez que tout cela, c'est ce que j'ai vécu et qui m'a amené effectivement à parler de cette émotion et de cette intelligence émotionnelle. Alors l'intelligence émotionnelle au service d'entreprise,
c'est quelque chose sur lequel on doit se poser comme question, parce que face à une remise en cause en quoi nous croyons, nos valeurs, de nos modes de vie, de nos repères, de nos pensées, jusqu'au sens même de notre existence, nous sommes en plein milieu d'une tempête où nos angoisses, nos peurs, notre colère, notre incompréhension étaient confinées dans une incertitude tant scientifique que temporelle. Donc là, je parle effectivement de ce qui est en train de se passer ou ce qui s'est passé depuis mars. Alors nous sommes bien, effectivement tous touchés, concernés en tant que personnes dans notre vie privée et professionnelle, au sein de nos organisations, bien évidemment. Donc l'avenir personnel et professionnel est bien sûr mis à mal, et nous avons par contre une capacité que nous allons découvrir, que nous découvrons, qui est une capacité d'adaptabilité. Elle est inhérente à notre intelligence humaine. L'intelligence émotionnelle en fait partie, à condition bien sûr que nous arrivions à maîtriser ces fameuses émotions. Donc pour augmenter cette capacité d'adaptation, de résilience ou d'épanouissement, aussi bien dans un domaine personnel que professionnel, l'intelligence émotionnelle peut être un outil, une aide à nous aider un petit peu à définir et à surmonter toutes ces épreuves. Alors, pour définir l'émotionnel, il faut commencer à parler de l'émotion. Qu'est-ce que c'est l'émotion? Alors, d'un point de vue étymologique, ça vient du latin qui dit mouvement et qui vient d'eux. Donc, on voit que déjà dans l'émotion, il y a cet aspect dynamique des choses dont je parlais au niveau de la plasticité du cerveau, mais aussi des mécanismes qui sont sous-jacents. En fait, par définition, l'émotion, c'est l'agitation ou le trouble de l'esprit, du sentiment ou de la passion, tout état mental de véhémence ou d'excitation. C'est la définition classique qu'on donne. Alors, ensuite, nous avons d'autres points qui vont intervenir. Si cette émotion, comme je l'ai dit, physiologique, les sentiments, eux, sont une construction mentale. Donc, souvent, on fait un petit peu la comparaison entre sentiments, pensée, émotion, qui vient comment. Donc, on va un petit peu creuser tout ça parce que c'est important en termes de mots de savoir exactement de quoi on parle. L'angoisse par rapport à la peur, la déception par rapport à la tristesse, tout ça, ce sont des aspects qui vont engendrer des émotions de colère, de tristesse, de peur, de plaisir, d'amour, de surprise, de dégoût et de honte. Ce sont les principales, piliers émotionnels qui nous envahissent assez régulièrement dans notre vie quotidienne. Alors, comme je vous disais, le siège du cerveau émotionnel, c'est un mécanisme. C'est un mécanisme que j'ai découvert, bien sûr, à travers lecture, mais à travers, effectivement, beaucoup d'expériences dans lesquelles j'ai participé. Alors, là, j'ai mis sur le cerveau un certain nombre d'indications de glandes qu'on connaît, de noms peut-être, qui sont l'amygdale, l'hippocampe et ainsi de suite. Et puis, j'ai mis un petit schéma que vous avez sur votre droite. C'est un petit schéma qui va vous donner un exemple de réaction émotionnelle. Donc là, vous voyez, vous avez un personnage qui est en train de voir un serpent. Le serpent, ça pourrait être une araignée, peu importe. La première des choses qui se passe dans le mécanisme du cerveau, c'est que le signal visuel qui va être retenu par votre rétine va aller directement dans une glande qui s'appelle le thalamus, l'hypothalamus. C'est ce qu'on appelle le langage du cerveau, cette glande. Ensuite, la plus grande partie du message qui va être transmis à la rétine et à travers la glande, elle va aller vers le cortex visuel, qui est cette autre glande, qui en fait, elle va donner l'analyse significative pour avoir une réponse appropriée. Alors bien évidemment, je parle, mais ça se fait au milliardière de secondes, tout ce qu'on est en train de dire. Je le fais en discontinu à travers l'animation, mais c'est pour vous dire que ça ne se fait pas comme je suis en train de le faire, ça se fait d'une façon immédiate. Mais cette réponse qui est émotionnelle, un signal revient vers l'amygdale, c'est-à-dire une autre glande qui se trouve là, qui vient du cortex et qui active ce qu'on appelle les centres de l'émotion. Et vous avez certainement vécu ça, hein, c'est les battements de cœur, les sueurs, tout ce qui est cris, tremblements, et ainsi de suite. Donc vous voyez que le mécanisme, il est quand même assez complexe. Et quelquefois, cette partie du signal original peut passer directement
du thalamus vers l'amygdale sans passer par le cortex. Et là, nous avons une réponse rapide, mais qui est un peu moins précise. En fait, l'amygdale peut donc déclencher ce qu'on appelle une réponse émotionnelle avant que le système du cortex puisse en donner, je dirais, la définition et la cause. Alors tout ça, ça permet de voir un petit peu comment ça se passe au niveau du cerveau. Alors comment une émotion peut arriver? Comme je disais, c'est une agitation ou un trouble de l'esprit ou du sentiment de la passion, qui est une combinaison avec la pensée qui provoque un événement qui a été provoqué par un événement extérieur. Alors, vous savez que nous sommes tous des organismes vivants. La vie est un état organisé et qu'on appelle homéostatique de la matière, c'est-à-dire qu'il est en équilibre entre un certain nombre je dirais, de concepts à la fois physiques et à la fois d'esprit. Donc, nous sommes des organismes vivants et nous réagissons en fonction de stimuli qui viennent de l'extérieur. La pression et l'anxiété génèrent, comme on le sait, des stress. Mais nous avons aussi des aspects qui arrivent de l'extérieur, comme le désir et l'envie, qui, eux, génèrent des émotions, comme le plaisir et l'amour. Et là, si l'on revient sur ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on a vécu, c'est-à-dire ce fameux coronavirus qui arrive comme un événement extérieur, eh bien, il génère des émotions telles que la surprise, la peur, la colère ou le déni. Dans ce contexte, il faut que l'intelligence émotionnelle va arriver là pour redonner une place à tous ces sentiments, sentiments qui sont la conjonction d'un certain nombre d'émotions, et pour avoir effectivement un impact positif. Et c'est là tout l'enjeu de l'intelligence émotionnelle. Alors on arrive effectivement à la définition de qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle. Alors, c'est ce qu'on appelle une compétence qui est nécessaire pour une adaptation réussie à des événements émotionnels. L'adaptation est le point clé tel que je vous l'avais annoncé précédemment. L'intelligence émotionnelle, c'est la façon de percevoir ou à exprimer les émotions, à les intégrer pour faciliter notre mode de pensée, à comprendre, à raisonner avec les émotions, mais aussi ainsi que de contrôler, de réguler en quelque sorte en soi et vers les autres cette émotion qui, quelquefois, comme vous l'avez vu dans le cerveau, part comme une fusée rapide. Alors, comment ça se passe? Et quelle intelligence émotionnelle on peut effectivement utiliser comme méthodologie pour effectivement domestiquer un petit peu toutes ces émotions? Alors, première chose, c'est la mise en place d'un éveil et de la conscience de soi. Alors, je ne suis pas psychologue, hein, mais je pense que vous allez reconnaître un certain nombre de points que vous avez dû parcourir dans vos carrières, dans votre métier, dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. Donc, je ne vais peut-être pas forcément vous apprendre beaucoup de choses, mais au moins mettre des mots sur un certain nombre de points. La maîtrise de ces émotions, donc l'intelligence émotionnelle va aider à maîtriser ces émotions, à s'auto-motiver dans un état, je dirais, de regarder l'esprit du côté positif. Et Dieu sait que cet esprit positif était sous-jacent à tout ce qui nous est arrivé pendant ce coronavirus. De regarder toujours la bouteille à moitié vide au lieu de regarder la bouteille à moitié pleine. Donc c'est déjà un exemple de regarder les aspects positifs des choses, mais aussi l'empathie. L'empathie permet aussi de la compassion et enfin une harmonisation et la maîtrise des relations humaines. Là, on parle vraiment de l'humain, dans l'intelligence émotionnelle, de l'humain que de l'humain. En fait, l'intelligence émotionnelle, c'est ce qui va nous permettre de réconcilier un peu ce qu'on appelle la raison et le cœur. Donc, en fait, c'est ce que l'on propose dans une approche intelligence émotionnelle dans l'entreprise. Alors là, ne vous inquiétez pas, c'est l'intelligence émotionnelle en entreprise. En fait, elle se décline sur 18 points. Moi, j'en ai sélectionné que 5, mais il y en a 18 points. On ne va pas les regarder les uns après les autres. Ce sont des cours que je donne à l'université sur chacun des points et avec des techniques particulières. Donc, nous n'allons pas rentrer dans les détails, mais simplement, c'est les 5 premiers sur lesquels je voudrais vraiment faire le focus dans cette présentation. Conscience émotionnelle, reconnaître ses émotions,
S'auto-évaluer avec précision, c'est connaître ses ressources, ses capacités, ses limites. Avoir la confiance en soi, c'est un fort sentiment de dignité des capacités personnelles. Garder la maîtrise de ses émotions au niveau du contrôle de soi. Et l'innovation et l'adaptabilité, c'est rester ouvert à de nouvelles idées. Et vous verrez que les expériences et les guides que nous avons proposés dans ce groupe de travail d'intelligence émotionnelle en région Auvergne-Rhône-Alpes s'appliquent totalement à ces 5 points. Bien évidemment, quand on est dans l'intelligence émotionnelle, on aborde un certain nombre d'autres points que je listais dans ce transparent. Malheureusement, je pense qu'on ne va pas pouvoir rentrer dans tous les détails. Ça demanderait à peu près 2 jours ou 3 jours, je déduis, de discussion et d'exemples. Je vais me contenter uniquement de rester sur les premiers. Alors, la genèse de l'étude qui s'est faite en Rhône-Alpes et de l'utilisation de l'intelligence émotionnelle s'est faite, en fait, tout simplement, en Auvergne-Rhône-Alpes, on fait des petits déjeuners en visioconférence et le premier des petits déjeuners se passait le 24 mars. Et lors de ce petit déjeuner le 24 mars, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un tour de table et on s'est aperçu que les gens qui étaient confinés, les gens qui étaient en entreprise ou les gens qui étaient en télétravail, se posaient d'énormes problèmes. Nous avons fait une proposition d'aborder cette crise sous un angle d'intelligence émotionnelle, puisqu'on parle de l'humain, de l'émotion. Nous avons créé un groupe de travail et nous avons travaillé, bien sûr, à présenter des bulletins et à faire des séminaires sur cette organisation. Quand on a démarré, quand j'ai parlé de l'intelligence émotionnelle lors du première réunion, j'ai eu pas mal de personnes qui se sont posées des questions, ont dit « mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter ?» sur l'intelligence émotionnelle, qu'est-ce qui va se passer, mais pourquoi, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de vivre en entreprise. Puis au fur et à mesure je dirais, de l'explication de l'humain et de l'émotion, les personnes les plus farouches à cette intelligence émotionnelle étaient devenues mes meilleurs sponsors pour effectivement travailler là-dessus. Et je pense que c'est souvent quelque chose qu'on ignore et qui a besoin d'être mis, et, je dirais, devant la scène. Et je remercie Jean-Jacques, Guy et toute l'équipe de PACA de nous donner la possibilité d'en parler. Alors, lors de cette crise Covid-19, on a un petit peu essayé de mettre ça en plusieurs phases. Alors, bien sûr, on a eu le confinement qui était en mars-avril, et on voit bien que les émotions pendant cette période-là, on a été surpris de ce qui s'est passé, on a dit on ne veut pas, on ne comprend pas, on dénie, on a eu la peur, la colère, la tristesse, on est passé dans toutes les émotions qui sont les émotions, je dirais, de l'émotion, je dirais plus. En mai-juin, on a commencé à regarder ce qu'on appelle le déconfinement, on reviendrait un petit peu plus, sur lequel, là encore, les émotions se sont télescopées entre la sécurité, la responsabilisation, la bienveillance, pour plus tard aller vers la perspective et enclencher un certain nombre de choses. Alors, effectivement, ces 3 phases, ce sont les phases qu'on a vécues dans cette crise. Alors, pendant la première phase du confinement, on a proposé d'abord de faire état des lieux, je dirais, des catégories des personnes qui étaient ou en télétravail ou au travail, ou effectivement les personnes qui étaient arrêtées pour des raisons, et ainsi de suite. Et on a proposé des actions. Ces actions, c'était effectivement l'écoute, la mise en place de partage entre l'entreprise et l'individu pour éviter que l'individu reste isolé chez lui ou dans son entreprise, parce qu'il y avait des gens qui continuaient à travailler, mais dans des conditions qui étaient effectivement isolées, puisque l'ensemble des personnes dans l'entreprise n'étaient pas présentes. Donc, certaines directions de responsables d'équipe ont pris soin de ces équipes pour maintenir le lien entre les personnes physiques absentes de travail par des courriers, des mails, des téléphones, des visioconférences. C'est vrai que la visioconférence, on a découvert ça vraiment d'une façon, ça a explosé. Je pense que même nos chers opérateurs téléphoniques se sont réjouis de ce confinement parce qu'ils ont vu effectivement des énormes, je dirais, accélérations et des embouteillages même, puisqu'on arrivait quelquefois à avoir du mal à se connecter. Prendre des nouvelles, recueillir les ressentis des personnes, être à l'écoute des besoins, donner des informations de l'état d'entreprise. Ça, c'était important et c'est ce qui a été recommandé lors de dans ce retour de terrain. Maintenir le lien,
donner un rythme et maintenir le lien. Donc là, vous avez je dirais, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce sont des retours d'expérience de l'entreprise. Installer des rituels, ça c'est important, hein, le petit déjeuner, mais aussi tous les matins, une réunion avec le DG et puis l'ensemble des personnes. Le baromètre, qui était simple aussi de base, autour de, je dirais, de savoir que justement, comment allez-vous, un petit message, essayer de prendre soin de l'individu, c'est ça qui est important. Donc la réponse aujourd'hui, c'est, on est effectivement dans l'heure actuelle sortie du confinement, mais vous allez voir que ce n'est pas forcément une sortie facile à vivre. C'est pas une sortie facile à vivre pour la bonne et simple raison, c'est qu'on est un peu entre chien et loup. On est à la fois déconfiné au niveau des gens qui sont restés en télétravail, qui ne sont pas en télétravail ou qui sont à moitié en télétravail, en régime, je dirais, partiel. On est dans une sensation d'avoir retrouvé effectivement une liberté conditionnelle. On a besoin de s'adapter, on a besoin de sécurité, on a besoin d'être écouté. La peur et l'incertitude restent toujours ancrées. Et au fur et à mesure du temps, voilà, il y a les nouvelles qui commencent à venir en disant vous inquiétez pas, les choses arrivent à s'arranger. C'est curieux comme quoi on s'aperçoit quand même que l'information est quand même assez importante, que autant les mauvaises nouvelles accélèrent l'émotion, je dirais, de peur et de tristesse, et autant les bonnes nouvelles remettent les gens sur des perspectives beaucoup plus plaisantes. On voit bien que l'émotionnel est au cœur, je dirais, de tout cet enjeu. La situation actuelle, contexte sanitaire, comme je le dis dans cette phrase, hein, c'est une situation qui est devenue complexe à gérer parce qu'on a besoin d'une nouvelle adaptation, parce qu'on se réadapte à ce nouvel état, d'équilibre entre une réalité sanitaire qui est toujours là, présente, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer, on ne sait pas comment ce virus va se propager dans les entreprises, dans notre vie de tous les jours, mais aussi dans une vie qui est socialement perturbée, et cette vie sociale qui est perturbée, elle est en plus rajoutée d'une interrogation économique. Alors, comment répondre avec l'intelligence émotionnelle? Donc, c'est ressentir un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire quand on parle du besoin de sécurité, on sait que ces besoins de sécurité, si on se rappelle de la pyramide de Maslow, hein, c'est effectivement la base, est une base spécifique sur les besoins vitaux, mais ensuite on a besoin d'être en sécurité. Donc on est vraiment dans les mécanismes humains à proprement dit. Les facteurs humains, donc comportementaux, la partie environnementale est accompagnée, si vous voulez, d'outils qui peuvent être proposés. Et là, on a des outils, par exemple le débrief, c'est-à-dire parler, redonner la parole. C'était important, c'est que quand dans l'émotion on est isolé, la parole est très importante. Le mail, les messages, les SMS, autant j'en ai vu beaucoup de WhatsApp et des gens qui apportaient l'information, mais la parole est importante. Pourquoi la parole est importante? Parce qu'elle donne une notion de ce que nous avons au fond de nous-mêmes en termes émotionnels. Donc, favoriser la parole, la communication et le débriefing faisait partie des possibilités. Du reste, la méthode blabla, qui était là, effectivement une pratique positive qui a été vue dans les entreprises, avec des échanges informels, restaurer les conditions de collaboration, pallier à des manques de perception et spontanés. Quand quelquefois on n'a pas de visibilité, c'est pire que d'avoir effectivement une non-visibilité. Retisser les toiles de relations familiales, c'est une méthode, une démarche volontaire de communication et certaines sociétés ont utilisé cette méthode de collaborateurs ciblés au niveau des sociétés dans lesquelles on a effectivement été en contact en Rhône-Alpes. Alors, la perspective de tout ça, et j'en ai effectivement poussé dans cette direction, l'adaptabilité, c'est très important comme moteur émotionnel. Pourquoi? Parce que c'est notre capacité de se développer dans la prise de recul, mais aussi dans notre gestion du stress qui est arrivé effectivement à travers cette crise, mais on peut effectivement la voir dans d'autres situations. L'adaptabilité, c'est notre fonction aussi à se mettre en place, et cette compétence à se mettre en place dans une nouvelle situation. Dans cette nouvelle situation, donc là, je pose des questions, qu'est-ce que je veux, quelle est ma mission, qu'est-ce que je peux faire? Beaucoup de personnes en entreprise se sont
poser des questions en se disant, mais est-ce que ce n'est pas le moment pour moi de changer? Ce n'est pas le moment aussi de revoir certaines procédures avant de retourner dans le monde d'avant, comme on dit? Pourquoi pas moi? Tout simplement, pourquoi pas moi? Pourquoi moi, je ne pourrais pas effectivement faire certaines choses? Et le pourquoi pas moi se transforme aussi dans la vision collective de l'entreprise. Pourquoi pas le faire ensemble? Donc, développer des émotions d'approche doivent être tournées vers le collectif. Et c'est très important dans le cas de l'entreprise. Alors, effectivement, cette émotion d'approche, elle va permettre un soulagement, de l'espoir, de l'intérêt. Et puis, tout ça, eh bien, c'est empreint de surprise. On a été surpris par un petit virus qui nous a mis à plat notre économie, qui nous a mis à plat et qui a fait souffrir des personnes, qui ont fait mourir des personnes. Mais on a aussi la surprise de trouver des moyens de voir autre chose, d'être positif et de pouvoir nous surprendre nous-mêmes à une certaine adaptabilité et de capacité. C'est ça l'activité de l'intelligence émotionnelle. Alors je résume un petit peu cette métaphore que j'aime beaucoup et que j'ai proposée dans nos groupes et qu'on a partagée. Je pense qu'on était tous d'accord. En fait, ce confinement, c'est un petit peu la métaphore du papillon. On était un petit peu tous dans un cocon, là. On était très protégés. On était devenus des enfants très protégés chez nous. Et puis petit à petit, ce cocon, effectivement, il faut qu'il devienne papillon. Papillon, pourquoi? Parce qu'il faut se surprendre à nous-mêmes pour se reconstruire. Et on doit passer d'un événement, effectivement, qui est individuel vers un événement dit collectif. Ce papillon, comme vous le voyez sur ce transparent, il va devenir un papillon, je dirais, qui va voler de ses propres ailes, mais qui va se retrouver avec d'autres papillons. C'est un petit peu philosophique ce que je dis, mais c'est tout à fait ce qui se passe pour les entreprises qui veulent effectivement réussir à s'adapter dans cette crise. Alors là, on a un transparent qui montre un petit peu ce qu'était le monde d'hier et puis qui peut effectivement être le monde d'aujourd'hui et l'opportunité des entreprises qui peuvent effectivement se retrouver dans une démarche active et positive. Donc là, il y a des exemples. Hier, c'était effectivement, on restait toujours dans la communication top-down, c'est-à-dire le manager disait ce qu'il fallait faire, ce que devait faire l'employé. Le manager et son équipe qui sont surpris à parler aussi des sujets humains, ça a été aussi une découverte. Il y a des managers qui ont commencé à parler, mais comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? Là, c'était effectivement l'humain, chose qu'on ne faisait pas forcément avant d'une façon systématique. Et aujourd'hui, on passe à quelque chose de collectif dans une équipe soudée et impliquée. Donc, en fait, individuellement et collectivement, on découvre quelque chose de nouveau. En fait, c'est ça la surprise. La surprise, c'est qu'ensemble, individuellement et ensemble, nous allons découvrir des choses qui vont être nouvelles. Et c'est un effet émotionnel très positif. Challenger les collectifs, ça c'est important. Prendre des risques maîtrisés, ça aussi, ça nous pousse un petit peu à essayer de se dire, nous sommes tous des qualiticiens pour la plupart. Qu'est-ce qu'on appelle quand on parle de FMEA, c'est-à-dire de prévoir, de faire des risques, d'analyser, de faire, je dirais, de l'analyse pour effectivement prévoir quelque chose qui pourrait arriver. C'est l'analyse de risque. Et puis le lâcher prise, c'est aussi de se dire, écoutez, moi aujourd'hui, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie effectivement de voir peut-être à travers cette crise industrielle des choses nouvelles. Alors il y a des entreprises qui le feront, il y a des entreprises qui ne le feront pas, ça c'est clair, ça ne peut pas être utopique, mais je pense que c'est une opportunité qu'il faut saisir. Et puis enfin, c'est aussi un petit peu de se pousser, sortir de sa zone de confort et d'agir ensemble pour nous surprendre. Voilà, je terminerai, c'est mon dernier transparent, sur la synthèse de la perspective qui est proposée à travers ce mot surprise. En fait, l'émotion de surprise nous pousse à une positivité à la fois dite individuelle et collective pour s'accomplir émotionnellement, pour nous donner à la fois ce qu'on appelle la fierté en entreprise, la satisfaction,
l'exaltation même, la joie, pour vivre ensemble une nouvelle aventure dans une entreprise qui aura su passer ce cap à travers l'humain et l'intelligence émotionnelle. Voilà, je pense que j'ai terminé, Guy. J'espère que j'ai été dans le timing proposé. Absolument, Robert. Merci beaucoup. Eh bien, on a quelques questions qui sont venues et de façon absolument pas courtoise, je vais commencer par la mienne. Euh, Il y a l'intelligence émotionnelle et moi j'y voyais aussi un autre aspect qui est l'état physique. Et je me demandais un peu, une forme plus prosaïque, quel est l'œuf et la poule entre l'état physique et l'intelligence émotionnelle? Parce que je suppose que voilà, une dégradation de l'état physique en termes, par exemple, fatigue ou épuisement ou autre, a forcément un effet sur l'intelligence émotionnelle, qui elle-même a peut-être un effet sur... Donc, est-ce que c'est un cercle vicieux? Est-ce qu'il y a un moyen de casser ça? Est-ce que... Voilà, Alors, déjà cette question-là. d'accord. Alors, pour répondre à cette question-là, on peut revenir sur le transparent. Alors, attendez, je vais voir ça plus simple en faisant ça comme ça. Pour expliquer un petit peu, en fait, c'est ce mécanisme hein, qui se passe. En fait, en fait, nous sommes tous des organismes vivants. Donc, en fait, un organisme vivant, c'est quoi? C'est quelque chose qui, en fait, réagit à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est est-ce que la fatigue arrive avant l'événement? Je dirais qu'en fait, c'est l'extérieur de l'organisme en lui-même, je dirais, il est toujours en équilibre. Et cet équilibre, eh bien, à un moment donné, si effectivement la fatigue prend le pas sur l'événement extérieur, eh bien, il va effectivement presque influencer l'extérieur. De la même manière, si l'extérieur a un équilibre plus important que ce qui se passe à l'intérieur, ben, effectivement, il va agir sur l'intérieur. Donc, en fait, ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est l'équilibre de l'un vis-à-vis de l'autre. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est un petit peu ça. Donc, en fait, il ne faut pas se dire c'est l'un qui va effectivement influencer l'autre. En fait, c'est l'équilibre de l'un et de l'autre. Donc, c'est une balance. D'accord. Donc, vous n'êtes pas dans une lecture de cercle vicieux Du où tout. l'un alimente l'autre et l'autre Non, alimente l'un. non, Et... non, non. Je pense que ça, pour moi, c'est fausser, je dirais, l'approche. L'approche, en fait, c'est un tout. On est dans un tout. En fait, on est dans un tout, dans un équilibre. Et cet équilibre, quelquefois, eh bien, il passe d'un l'un à l'autre, mais c'est un équilibre. D'accord, merci beaucoup. Alors, dans les questions qui ont été posées, et l'auditoire est invité à continuer à les poser sur le chat, il y en a une qui indiquait, ou plutôt qui interrogeait sur le fait que est-ce que l'adaptabilité n'est pas un signe d'intelligence? On parle d'intelligence émotionnelle, là. Alors, pourquoi l'intelligence? L'adaptabilité, c'est notre faculté de prévoir et de changer, je dirais, de contrebalancer, en fait. On revient sur la question précédente, en fait, de ce que vous m'avez posé comme question. En fait, l'adaptabilité, ça va être la façon d'équilibrer l'émotion et la raison. En fait, on va se retrouver dans cette compétence qui est humaine, c'est l'intelligence humaine, là, qui va permettre de répondre à la situation, à l'événement extérieur, en réagissant. Et l'intelligence émotionnelle, elle est là pour bien faire comprendre quelles sont je dirais, les clés qui vont nous permettre que cette adaptabilité se passe pour le mieux. Donc oui, l'adaptabilité, ça fait partie de l'intelligence humaine. Merci. La question suivante que je vois ici est, pensez-vous que le monde des entreprises de demain sera différent du monde d'avant le Covid et en quoi? Alors, je ne voudrais pas jouer comment ça s'appelle, à votre Devin. cher professeur Raoult. Hein. À chaque fois qu'on Ah, pose une question, il dit, mais attendez, je ne peux pas lire dans une boule de cristal. Je pense que je vais être très, très, très clair. Il y a des sociétés qui, avant, avaient déjà entrepris un certain nombre d'approches humaines et qui sont passées à travers ce Covid d'une façon assez extraordinaire et une adaptabilité formidable. Et je pense que ça, c'est très positif. Il y a des sociétés qui n'ont pas
dès le départ, mais peut-être dès le départ, déjà entrevu cet aspect humain et qui sont en grande difficulté. Donc je dirais que pour répondre plus directement à cette question, je pense qu'il y aura toujours un équilibre entre des sociétés qui auront été effectivement, qui se seront interrogées en utilisant l'humain comme effectivement euh, comme façon, je dirais, de passer cette crise. Et il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont, on a eu beaucoup d'entreprises qui se sont, je dirais, des directeurs généraux qu'on a contactés et qui ont dit une chose très importante. Les sociétés qui étaient armées et qui étaient, je dirais, et qui suivaient un certain nombre de normes ISO 9000 et ainsi de suite, ont passé le cap beaucoup plus facile que les autres qui n'avaient pas fait ce geste. Alors, toutes les sociétés ne sont pas certifiées ISO 9000. Et là, je ne suis pas en train de faire un état sur le normalisme, mais je pense qu'une société qui a eu en main tout l'état, je dirais, de cet aspect qualité, c'est pour ça que la qualité, aujourd'hui, pour les sociétés qui l'avaient pratiquée et qui l'utilisaient en mettant l'humain au cœur de cette notion, sont passées correctement. Alors maintenant, à nous, en tant qu'association, d'aider les sociétés qui auront passé le cap, mais moi je suis assez positif dans le sens que, bien sûr, il y aura des sociétés qui n'auront pas compris, qui reviendront dans le monde d'hier et qui n'auront pas compris que la mise je dirais, en lumière de l'humain est très importante pour passer ces caps. Mais je pense qu'elles vont être rattrapées assez rapidement parce que nous ne sommes pas à notre dernière surprise dans cette crise. Oui, ça me fait aussi un lien avec la notion de maturité d'entreprise, je Oui, suppose, qui bien sûr, peut être fait aussi là-dessus. bien sûr. D'accord. La question... C'est peut-être un critère qu'il faudrait peut-être mettre, je dirais, proposer à l'EFQM de regarder un petit peu ces aspects-là. Mais je pense que dans le processus HR, c'est quand même peut-être un des points sur lesquels on peut revenir. Tout à fait. Le point suivant, pourrait-on avoir un exemple d'une situation traitée en entreprise par l'intelligence émotionnelle? Alors, oui, il y a des... Enfin, bon, moi, j'ai eu effectivement des cas, je les ai pas présentés là parce que, bon, d'abord, il y a des confidentialités au niveau des sociétés, donc on peut mettre société X. Alors, l'intelligence émotionnelle, en temps de crise, nous avons été... il y a eu un certain nombre je dirais, d'exemples qui ont été, que j'ai présentés assez rapidement. Peut-être que ça n'a pas été... J'aurais dû passer un peu plus de temps là-dessus. Peut-être revenir sur une des entreprises. Je pense que essentiellement, voilà. En fait, il y a des sociétés qui ont pris en compte, je dirais, le premier élément de l'intelligence émotionnelle. Alors, ils n'étaient pas forcément axés sur l'intelligence émotionnelle en tant que, je dirais, en tant que notion d'intelligence émotionnelle. Ah bah tiens, j'utilise l'intelligence émotionnelle. En fait, non, ils ont utilisé certains points qu'on peut rattacher à l'intelligence émotionnelle. C'est pour cette raison que je suis un peu prudent dans la façon de répondre. Et dans lequel il y a des choses qui ont été naturelles, parce que il faut quand même rajouter quand même un point. L'intelligence émotionnelle, c'est ni plus ni moins que sortir ses sens et de se dire qu'est-ce qui est logique, qu'est-ce qui doit être fait. En fait, il y a des entreprises qui parlaient d'intelligence émotionnelle sans parler d'intelligence émotionnelle en quelque sorte. Lorsqu'on fait effectivement, lorsqu'un directeur général, bon, je connais plusieurs sociétés qui ne parlaient pas d'intelligence émotionnelle, mais quand on leur a dit mais c'est de l'intelligence émotionnelle, ils ont dit ah bon, ben si c'est ça l'intelligence émotionnelle, effectivement, c'est important. Alors, par exemple, un exemple, c'est le directeur général qui part du principe pendant cette crise qu'il doit téléphoner à l'ensemble de ses managers, qui demandait à ses managers de prendre en compte que le message soit, je dirais, donné sur l'état de la société et du devenir de la société, tout simplement. Rassurer, écouter, sécuriser l'employé. Et de la même manière, là, c'est le point
sur lequel certaines entreprises avaient bien réagi sur l'intelligence émotionnelle, il ne suffit pas simplement de dire, mais aussi d'écouter. C'est-à-dire, il y en a certains qui ont accepté d'envoyer je dirais, des documents en disant, mais comment allez-vous? Comment vous allez? Quel est votre sentiment? Comment ça se passe avec vos enfants? Il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont pris soin de la personne en tant qu'humain dans son cadre personnel, sans vraiment, bien sûr, rentrer dans la vie personnelle, privée des personnes, mais en disant que si vous avez besoin, eh bien, on vous met à votre disposition des professionnels pour vous aider psychologiquement. Donc, si vous voulez, l'intelligence émotionnelle, c'est une façon, dans ce cadre, c'est d'essayer de permettre à cette communication entre l'employeur et l'employé d'avoir un même langage et une même vision des choses. Il est clair que l'intelligence émotionnelle, ensuite, peut effectivement apporter encore plus pour le dirigeant que pour l'employé un certain nombre de choses. Parce que n'oublions pas que le directeur général d'une entreprise, c'est aussi un employé en quelque sorte, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il a ses propres craintes, ses propres peurs, ses propres angoisses. Et il m'est arrivé en entreprise, en suivant des entreprises, en utilisant ces techniques d'intelligence émotionnelle, de rentrer dans une petite société. Et puis la première des choses que je leur dis, quand j'ai vu effectivement le directeur général de cette société, j'ai dit d'abord, je souhaiterais qu'on discute ensemble de ce que vous ressentez. Simplement de dire de ce que vous ressentez. Je ne suis pas psychologue, hein, je ne me permettrai pas de faire de la psychologie, mais simplement de les laisser parler. Et de les laisser parler et qu'ils parlent effectivement de son ressenti. Ça, c'est de l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire d'essayer d'écouter et de faire ressentir les choses. En fait, l'intelligence émotionnelle, ce n'est ni plus ni moins que de sortir ce qu'on ressent. Et souvent, on a du mal à le faire. Et il y a des techniques, effectivement, que j'emploie pour l'intelligence émotionnelle pour, effectivement, permettre aux gens de s'exprimer plus facilement. Merci. Alors, il y avait une autre question qui était la suivante. Souvent, la solution à une crise est en fonction de la taille de l'entreprise, de son activité et d'autres paramètres du même type. Et il semble que l'intelligence émotionnelle est un outil qui gomme ces différences. Est-ce que c'est un outil universel? Tout à fait. En fait, il n'y a pas de petites et de grandes entreprises dans l'intelligence émotionnelle. En fait, l'intelligence émotionnelle, c'est l'humain. Donc l'humain, que ce soit l'humain dans une petite entreprise, dans une entreprise moyenne, dans une grande entreprise, c'est toujours l'humain. Alors ensuite, les mécanismes sont peut-être un peu différents par rapport à une petite, une grande entreprise. Mais l'humain est toujours le même. Et le traitement de l'humain est toujours le même. Dans l'intelligence émotionnelle, on utilise les mêmes outils que je vous ai marqués, là, les 18 outils, est-ce que je peux te revenir dessus? 18... le temps que vous allez les rechercher, d'ailleurs, dans les propositions, il y avait aussi l'ouverture d'espace de discussion, l'écoute active, voilà, qui font partie des propositions qui ont été faites. Vous avez les 18 points là, qui sont les points les plus importants. Ils s'adaptent à l'ensemble des entreprises. Il n'y a pas un seul endroit où on se dit « Ah bah tiens, ça c'est plus petit ou un truc ». Non, c'est commun à tous. Exigence de réussite. Quand on a un directeur général et qu'on pose la question à ce DG en disant « Mais comment vous vous voyez dans 5 ans? Est-ce que vous voulez aller à la pêche? Est-ce que vous voulez être à la retraite? Est-ce que vous voulez créer une boîte ?» C'est le désir. En fait, c'est susciter l'envie et le désir. Pourquoi l'envie et le désir dans l'émotionnel? L'envie et le désir, c'est un moteur, je dirais, d'accélération émotionnelle, d'avoir, je dirais, de la pêche pour faire autre chose et pour voir autre chose. Et ça, c'est important. Donc, si vous voulez, l'intelligence émotionnelle, ça va être quelque chose qui va permettre de réactiver des choses qui n'existaient pas ou qui étaient enfouies ou qui ne permettaient pas de... Et dans quelques entreprises, sans les nommer, je me suis rendu compte que certaines personnes se découvraient. Et on découvre dans cette façon de voir les choses en termes d'intelligence émotionnelle, on se découvre nous-mêmes, on se surprend. C'est pour ça que le mot surprise est très important.
L'enjeu, c'est de se surprendre et de se dire pourquoi pas. Merci. Il y avait une autre question très précise, c'est que peut-on faire passer comme message aux PME-PMI? Pour l'intelligence émotionnelle, par rapport à la crise, que la question soit un peu plus... La question s'arrêtait là, mais je pense Voilà. qu'on peut la cadrer à ce contexte, tout à fait. Oui, on reste dans le contexte. Qu'est-ce qu'on peut proposer à une PME, à une ETI dans le cadre je dirais, de la crise actuelle en utilisant l'intelligence émotionnelle? Se poser, la première question, je pense qu'il faut se poser en termes de PME, c'est de se dire qu'est-ce que je veux? C'est la première question. Qu'est-ce que je veux? Alors, c'est à la fois une question qui peut se poser à l'intérieur de la direction générale d'une petite entreprise, d'un DG ou je dirais, d'un directeur de société, et de l'employé. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Et quand on dit qu'est-ce que je veux, c'est prendre conscience de ses capacités, de ses limites. Je pense que ça, c'est important. C'est le point le plus important. Et à partir de là, tout découle. Alors moi, je fais un lien avec un autre élément qui, sauf erreur, est devenu pas une contrainte légale, mais une attente, qui est la définition de la raison d'être de l'entreprise. Je suppose qu'on peut y voir un lien entre les deux. Autrement dit, définir sa raison d'être et déjà faire un travail de maturité qui, sans doute, amène... C'est sûr que quand on a cette notion de se dire ce que l'on veut, c'est qu'en fait, on a une vision et on a la volonté de se dire bon, qu'est-ce que je veux faire de mon entreprise. Et en fait, que ce soit une PME, une petite entreprise, une grosse entreprise, je pense que les mêmes questions se posent en se disant bon, ben voilà, pas forcément la raison d'être de l'entreprise, mais qu'est-ce que je veux en faire? Alors, effectivement, ça peut se réunir en raison d'être, mais on peut définir la mission, la vision, qu'est-ce que je vais mettre en place pour effectivement arriver à l'objectif. En fait, quelquefois, simplement se projeter et se dire qu'est-ce que je veux faire dans 5 ans de mon entreprise. C'est déjà un pas important. Eh bien, merci Robert. On a fait le tour des questions de l'auditoire. Donc, nous allons repasser la parole à Jean-Jacques, le pilote de ce programme, pour la conclusion. Merci encore. Il n'y a pas de son, Jean-Jacques? Pardon. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok. Donc, je disais merci Robert pour cette présentation qui a été très intéressante et qui aborde le monde de l'entreprise sous un angle inhabituel et qui est donc de ce côté-là très, très intéressant. Je rappelle à tout le monde que nous allons continuer le programme des webinars. Vous allez recevoir le sondage qui va vous interpeller sur votre évaluation de ce webinar numéro 5, mais vous pourrez aussi y faire figurer vos attentes, vos souhaits pour l'avenir. Le prochain rendez-vous que je vous donne est le 19 juin. Nous aurons un webinar sur la qualité dans la formation et donc l'amélioration des compétences et l'amélioration de la performance de la formation au service de l'entreprise. Je vous remercie à tous de votre présence et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite à tous un bon week-end. Merci Robert encore pour cette intervention très intéressante. Merci à vous tous.